Je suis Aimé Alboer, je suis un ancien de Renault-Billancourt. J'ai démarré dans l'entreprise à l'âge de 14 ans et j'ai eu comme fonction des fonctions syndicales importantes, délégué du personnel, etc. Et il se trouve que j'étais en 1968 secrétaire général du syndicat CGT. J'ai donc pris une part importante aux événements, à la grève à occupation. Je suis né dans un quartier qui était très progressif, dans un immeuble aussi de gauche et notamment communiste. Il y avait aussi chez moi 3 ou 4 habitants dans mon immeuble qui travaillaient chez Renault. J'étais un peu ébloui par cette entreprise. J'entendais souvent parler de grèves. Il y a eu des grèves dans les années 45, 47. C'était une usine nationalisée. Et je me suis rendu à Billancourt une fois à la sortie de l'école primaire, quand j'ai eu mon certificat d'études, pour pouvoir avoir des informations sur comment on fait pour rentrer. Je savais qu'il y avait une école d'apprentissage, mais que je ne connaissais pas les conditions. Ils m'ont donné et je me suis aperçu qu'il y avait non seulement ça avait l'air d'être une école professionnelle compétente, mais aussi qu'on y travaillait dans un milieu qui nous approchait des conditions de la production. C'est-à-dire que ce n'était pas les écoles qu'on connaissait dans Paris, des écoles professionnelles, c'était une école qui était quand même très liée à la production de l'entreprise, c'est-à-dire plus près de la réalité. Deuxième chose, je me suis aperçu qu'on était salariés dès qu'on était apprenti chez Renault. Ce qui permettait, à l'âge de 14 ans, de ramener une petite paye qui était peut-être pas forte, mais enfin, c'était symboliquement, c'était très important. Et ça m'intéressait pas mal. Donc je suis rentré, j'ai passé le concours et j'ai été reçu. J'ai été reçu aussi à la SNCF. J'ai été reçu aussi chez Bull, dans le 20e, à Gambetta. Et j'ai choisi Renault pour ces raisons-là. J'allais me retrouver dans un environnement productif avec les salariés. Il y avait des luttes, alors j'étais au courant des luttes, je lisais les journaux et je me souviens qu'il y avait eu des événements assez violents dans les années 47-50 avec les CRS. C'était une usine nationalisée, donc qui avait une histoire importante. Louis Renault a été condamné. Non, il n'a pas été condamné, il est mort avant d'être condamné. Mais enfin, ses biens ont été nationalisés par De Gaulle et le gouvernement provisoire en 1945. Et donc une usine nationalisée, une grande entreprise à caractère concurrentiel très forte, qui s'est trouvée en plein dans l'histoire de la France, dans le moment où il fallait reconstruire le pays. Alors tout ça faisait pour moi une entreprise assez attirante. La grève de mai 68, c'est déroulé dans un climat de confiance dans la classe ouvrière française et plus particulièrement dans certaines grandes entreprises. Par exemple, le fait d'avoir fait reculer la direction sur cette prime anti-grève, de l'avoir obligé à l'annuler en raison d'une grève de 24 heures très puissante dans le groupe Renault. Le fait que les CRS, quelque temps avant, avaient été obligés de quitter la Sorbonne. Le fait que le 1er mai, on ait obtenu de nouveau
Depuis une vingtaine d'années, il était interdit de manifester dans Paris et on a réimposé le droit de manifester le 1er mai. Bien un peu plus en avant, il y a eu, il ne faut pas l'oublier non plus, les accords entre la Confédération CGT et la Confédération CFDT, accord national sur une plateforme revendicative et une volonté d'action. Un accord syndical d'une grande importance. Il ne faut pas non plus oublier que en 1967, il y a eu les législatives et que la gauche a failli avoir la majorité à 1 ou 2 députés près. Tout ça, c'est des éléments qui s'additionnent et qui donnent confiance. Il faut savoir que la CGT, la Confédération CGT, lorsqu'il y a eu la répression importante contre les étudiants, a décidé une journée de grève le 13 mai. La répression a dû avoir lieu le 10 mai, je crois. Et cette journée de grève de 24 heures a eu un succès formidable en France, y compris chez Renault. Dans toutes les entreprises Renault, la grève a été énormément suivie. Et pour la première fois, c'est très important ce que je vais vous dire, pour la première fois depuis très longtemps, les salariés des usines Renault ont dépassé les 6 heures de grève que leur autorisait le règlement intérieur pour pouvoir toucher une prime trimestrielle. Au-delà de 6 heures de grève, leur prime était sucrée. Donc ils ont vécu comme ça pendant une vingtaine d'années avec le poids de cette prime sur le dos et ils étaient obligés de trouver des solutions pour faire des grèves qui gênaient la direction, mais toujours dans le cadre des 6 heures. Et là, cette fameuse grève du 13 mai, ils ont décidé 24 heures, et ils ont fait 24 heures de grève, c'est-à-dire avec le risque de perdre leur prime trimestrielle. Une prime qui correspondait à peu près à un mois de salaire dans l'année. Cette grève du 13 mai contre cette répression des étudiants, alors que le mouvement des étudiants était accueilli avec beaucoup de sympathie dans les entreprises, les salariés ont finalement utilisé une situation qui leur est semblé très favorable pour exiger, sous des formes que l'on connaît, les revendications qu'ils exigeaient depuis très très longtemps. Le pouvoir fort, le pouvoir gaulliste qu'on disait fort, commençait à trembler un peu sur ses jambes à cette époque. Et ça, les salariés l'ont senti. C'est toujours important pour comprendre aussi ce qui s'est passé le 16 mai, c'est-à-dire le vote de l'occupation de l'usine. Ça a été, cette prime, un des éléments qui ont créé la confiance des salariés, parce que la direction, le lendemain du 13 mai, s'est empressée de diffuser une lettre comme quoi elle n'appliquerait pas, pour la journée de la veille, cette sanction des 6 heures au-delà des 6 heures de grève. Et c'est donc la première fois depuis très très longtemps que les salariés obtenaient un succès politique de cette envergure. Et ça leur a donné confiance. Parce que je pense que dans cette occupation de l'entreprise et cette combativité dans les usines Renault, et même en France en général, il faut bien chercher les éléments de confiance qu'il y a eu, parce qu'on fait pas, les salariés ne se mettent pas dans les situations de grève sans qu'ils aient un minimum de confiance dans la possibilité de gagner. L'occupation a eu lieu le 17 mai. Elle est intervenue d'une façon partielle le 16 mai au soir. On avait déjà des entreprises comme Renault Flin, Renault Cléon et Renault Le Mans, avec qui j'étais en contact, qui avaient pris la décision d'occuper l'entreprise. Et ce 16 mai, en fin d'après-midi, vers les 5 heures de l'après-midi, 1 millier, 2000 salariés, notamment dans les entreprises, dans les secteurs de travail qualifié, hautement qualifiés, des professionnels, quoi, ont décidé de quitter le travail sur la plateforme revendicative
qu'on leur a présenté depuis très longtemps et qui unissait l'ensemble du personnel de Renault-Billancourt. Et ils ont défilé à l'intérieur des ateliers de Billancourt. Il faut savoir que Renault-Billancourt représentait une surface d'à peu près une petite commune de la région parisienne. C'était quand même immense. En manifestant et en appelant à la grève les autres secteurs, notamment les ouvriers non qualifiés qui étaient sur les chaînes, pour qu'ils participent à la grève. Bon, la mayonnaise ce soir-là n'a pas pris, mais il fallait quand même essayer de conduire cette action avec le plus de force et d'efficacité possible. J'ai donc réuni ces salariés qui étaient en grève et je leur ai proposé de monter dans l'île Seguin et d'occuper l'usine provisoirement la nuit pour éviter que la direction décide un lock-out. Et je leur ai suggéré d'occuper la nuit, d'inviter les salariés qui sont encore au boulot à venir occuper aussi. Et je leur ai suggéré de ne décider l'occupation qu'avec le maximum de salariés de l'ensemble de l'usine, y compris ceux qui étaient encore au travail ou ceux qui étaient rentrés chez eux. Et la proposition a été adoptée à l'unanimité. On s'est donc mis en marche pour protéger toutes les portes de l'usine, fermer les portes. Il faut savoir qu'il y avait à peu près 17 portes à fermer chez Renault, pour éviter évidemment des pénétrations extérieures qui donnent lieu à des provocations. Et en gros, on est resté à 1000-1500 salariés, militants, à l'intérieur de l'usine durant cette nuit jusqu'à minuit à peu près. Minuit, 1h du matin. Et vers les débuts de la nuit, 1h, 2h du matin, il y a des ouvriers qui sont commencés à rentrer, qui revenaient de chez eux, qui avaient tenu à aller prévenir leurs femmes pour venir renforcer l'occupation. Voilà, alors le lendemain matin, tout le monde, les 30 000 salariés se sont rendus au boulot, ils ont vu les portes fermées, et on leur a expliqué par tract ce qui s'était passé durant la nuit. On leur a expliqué le contenu des revendications qui ont été adoptées par les militants grévistes à l'intérieur, et on les a invités à rentrer dans l'usine et à venir se prononcer sur la poursuite de l'action. Alors, ils avaient entendu les informations dans la nuit, dans les radios, et les télés, et les journaux du matin. La majorité d'entre eux, au début, étaient un peu hésitants. Ça discutait, ils restaient aux portes de l'usine, et petit à petit, ils sont rentrés à l'intérieur de l'usine, ils se sont dirigés dans l'île Seguin au meeting, au rassemblement de consultation et d'information. Ce qui fait que dans le grand hall de l'île Seguin, on a rassemblé, avant les prises de parole, environ 20 à 25 000 salariés. Et là, je leur ai expliqué ce qui s'était passé à l'intérieur. Je leur ai donné l'avis de la CGT concernant l'attitude de la direction de l'usine qui refusait de discuter depuis des mois et des mois. Je leur ai donné aussi des informations concernant l'état dans les autres usines Renault. Et puis, je leur ai demandé de se prononcer pour la poursuite de l'occupation de l'entreprise tant que la direction n'aura pas ouvert les discussions. Et à ce propos, comme la direction pouvait ouvrir les discussions d'une heure à l'autre ou d'une journée à l'autre, j'ai proposé une grève reconductible chaque jour. C'est-à-dire pas une occupation illimitée
mais une grève reconductible par jour, ce qui laissait à la direction de l'entreprise la possibilité, dès le premier jour, de régler le problème. Par exemple, pour les congés maternité, pour les femmes, et pour les jeunes, la possibilité d'accéder à l'échelon professionnel premier échelon, dès qu'ils atteignent 17 ans, c'est-à-dire avec la possession de leur CAP, à la sortie de l'apprentissage. Et pour les jeunes encore, on demandait des possibilités d'heures et de journées pour leur formation professionnelle et leur formation générale. On demandait que pas un salaire soit inférieur dans le groupe Renault à 100 000 anciens francs, alors qu'il était de 85 000 par mois pour les ouvriers non qualifiés. Et ça, c'était une plateforme revendicative valable au niveau du groupe, c'est-à-dire des 5 ou 6 grandes usines Renault en France. Voilà, c'est important de le dire parce qu'on va voir tout à l'heure qu'on a obtenu à la fin de la grève cette revendication. Je suivais de très près ce qui se passait avec les étudiants, d'ailleurs y compris pendant les 5 semaines de grève d'occupation. Je me suis rendu assez souvent dans les facs pour expliquer aux étudiants, avec plus ou moins de bonheur, pourquoi cette grève des ouvriers et pourquoi on la menait de telle façon. J'étais souvent à la porte de Billancourt pour discuter, notamment avec les étudiants qui venaient pour comprendre le mouvement des travailleurs de Renault. Parce que souvent c'était plus ou moins déformé quand ils retournaient dans leur fac ou leur établissement scolaire. Et alors ils en ont appris quand même pas mal, mais il y avait d'autres qui venaient un peu téléguidés pour expliquer aux salariés qui occupaient l'entreprise, distribuer des tracts, en leur disant attention à vos militants, vos dirigeants syndicaux, ce sont des bureaucrates, ils sont achetés par la direction, ils vont vous trahir. En gros, il y avait cette volonté politique de la part de quelques dirigeants étudiants de prendre la tête du mouvement ouvrier et de contester les organisations syndicales, et notamment la CGT. Donc je participais aussi aux discussions avec eux. Mais il n'y a pas que moi, l'ensemble des militants CGT de Renault-Billancourt et les ouvriers qui occupaient l'entreprise essayaient de leur expliquer qu'ils faisaient fausse route et que ce n'était pas tout à fait la situation. Voilà, alors sinon, pendant le mouvement de grève avec Occupation, j'ai participé à plusieurs reprises à des débats à l'intérieur des facs. Je suis allé par exemple à Nanterre, je suis allé à Assas, je suis allé, je ne sais plus où, à 3 ou 4 débats. Là, on me laissait parler ou on ne me laissait pas parler. Si on ne me laissait pas parler, je m'en allais. Si on me laissait parler, ben, je parlais, et puis voilà. Mais souvent, c'était assez noyauté par ceux qui avaient l'intention de contester le droit aux organisations syndicales de diriger le mouvement ouvrier. À Assas, par exemple, bon, Assas, c'était j'y suis venu pour parler du débat nationalisation, cogestion, pouvoir ouvrier, etc. Pour vous donner l'ambiance, quand j'ai parlé, j'allais dire cher ami, cher camarade. Quand j'ai dit cher ami, il y a la moitié de l'amphithéâtre qui s'est levé, qui n'était pas content, qui m'ont traité de bourgeois. Et quand j'ai dit cher camarade, il y a l'autre moitié qui s'est levée en me traitant de bolchevique. Voilà, ça c'était l'ambiance. Alors là, j'ai parlé un quart d'heure, puis après, j'ai pas pu finir, je suis parti. On avait décidé à la direction du syndicat CGT de proposer à Sauvageau un débat
à une porte de l'entreprise, la plus grande porte, c'est-à-dire la porte la plus symbolique, à la place nationale. Un débat, un sitting par exemple, avec les étudiants et les ouvriers pour discuter un peu de l'ensemble de la grève, et voilà. À 2 reprises, on lui a envoyé une lettre, qu'on a fait connaître d'ailleurs dans toute l'usine, et aux étudiants qui étaient proches des portes. Et à 2 reprises, il s'est défilé. Normalement, je devais débattre avec lui, mais il s'est défilé, on ne l'a jamais vu. Voilà. Le comité d'entreprise, qui était un comité d'entreprise important, a travaillé pendant ces 5 semaines. Les salariés ont dit, ils ont travaillé, et ils ont laissé leur paye à la solidarité pour les ouvriers en grève. Mais ils ont travaillé, ce qui veut dire qu'ils ont organisé des activités sportives, culturelles, de solidarité matérielle à l'ensemble des gens qui étaient en grève. Par exemple, les cantines à l'intérieur de l'usine ont fonctionné. On allait jusqu'à servir 5 à 10 000 repas par jour. Les bibliothèques ont circulé à l'intérieur. Les groupes théâtre de l'association de loisirs et culture a continué à faire ses activités théâtrales. On a eu aussi du côté du club sportif, le club olympique de Billancourt, du comité d'entreprise, qui a organisé des tournois sportifs. Par exemple, tournoi de pétanque, tournoi de foot à l'intérieur de l'usine, etc. Voilà quoi. Donc, et puis, un certain nombre de grandes vedettes de la chanson ou du spectacle, du cinéma, sont venus apporter leur soutien à l'intérieur de l'usine aux salariés de l'entreprise. C'était le cas de Mouloudji, par exemple, Ferrat, Escudero, ouais, Escudero. Je ne sais plus ce qu'il y avait. Enfin, il y en a eu au moins Raymond Bussière, un peu tout ça. Mouloudji, je me rappelle, a chanté dans l'île Seguin, et comme il avait une voix assez forte, sa voix était resplendissante dans l'entreprise. On a eu beaucoup de messages de solidarité avec toutes les entreprises d'automobiles européennes, voire américaines et australiennes. Beaucoup de messages. On communiquait d'ailleurs à chaque fois qu'on faisait un meeting, on les lisait aux salariés qui étaient en bas. Et on a eu aussi un soutien matériel de plusieurs pays. Symbolique, mais ça a été le cas de la Russie, des Soviétiques, qui nous ont apporté, alors eux, c'était une indemnité financière directe. C'était, je ne sais plus combien, quelques millions de francs de l'époque, d'anciens francs. Dans les manifestations nationales à Paris, on laissait le minimum au piquet de grève et on invitait le maximum de gens à venir se manifester. On avait donc des groupes importants dans les défilés. Et souvent, il n'y avait pas de métro. Il fallait se rendre à la République ou à Nation ou à Saint-Lazare ou à la Bastille. Puisque le métro était en grève, on utilisait les camions de Renault et on chargeait les salariés et on allait en défilé en camion on traversait Paris, les quais de la Seine, etc. pour aller au point de rendez-vous de la manifestation. Avec drapeau rouge, drapeau tricolore, etc. Cette grève avait a eu aussi, du début jusqu'à la fin, un caractère autogestionnaire. Il n'y a pas eu d'appel national à une grève générale. Toutes les décisions se sont prises dans les entreprises, par les salariés eux-mêmes, y compris la décision de reprendre le travail. Ça s'est échelonné sur 15 jours parce que certains salariés pensaient qu'ils avaient obtenu ce qu'il y avait, ce qu'ils voulaient, et d'autres pensaient qu'ils avaient obtenu pas assez, ils n'avaient pas obtenu assez. Donc c'était
une grève avec un caractère autogestionnaire qu'on n'avait pas connu dans le passé. Dans les occupations d'usines antérieures, souvent les militants les plus à l'avant-garde bloquaient les portes, étaient à l'intérieur, et les salariés, la masse des salariés était à l'extérieur. Ils venaient aux informations régulièrement aux portes de l'entreprise, mais ils ne rentraient pas. Chez Renault, à Billancourt, on a décidé que tout le monde rentrerait à toute heure et toute la journée, à tout moment, quel que soit l'individu. C'est-à-dire que, à la limite, il aurait pu y avoir un secteur qui décide de reprendre le travail et ils auraient eu la possibilité de le faire, mais ça ne s'est pas produit. Tout le monde a pu rentrer sur présentation de sa carte d'usine. Je crois que c'est celle du 29 mai. De la Bastille à la gare Saint-Lazare, je crois. Il y avait 800 000 personnes. À l'appel seulement de la CGT, celle-là. Les autres organisations avaient refusé. Ou alors, soit parce qu'ils n'étaient pas d'accord, ou soit parce que, par attitude provocatrice, par exemple, je me souviens que l'UNEF avait refusé en invoquant que si on n'allait pas à l'Assemblée nationale ou à l'ORTF pour manifester, ça ne valait pas la peine, quoi. Donc, bon. Mais sinon, oui, j'ai cette manifestation un peu en souvenir parce que Georges Tegui m'a fait appeler au début de la manifestation. Il était tout au début et il m'a dit, écoute, j'ai des informations comme quoi la direction de Renault est prête à lâcher le paquet. Alors j'ai dit, ah bon, j'ai dit, alors qu'est-ce que je fais? Il me dit, essaye de prendre contact rapidement avec eux. C'est ce que j'ai fait le lendemain. Et finalement, c'était une fausse information, ou alors une opération politique, puisqu'on était le 29 mai et on a discuté que le 10 juin. Voilà. Mais ça m'avait marqué parce que je me disais déjà, tiens, ils commencent déjà peut-être à magouiller, ça veut dire qu'ils doivent être commencer à envisager un atterrissage quand même. Quand De Gaulle est parti, a quitté la France, on ne savait pas bien où il était. On a retiré du syndicat CGT et du comité d'entreprise toutes les archives et on a été les enterrer du côté de l'île Saint-Germain. Et puis tout ce qui était plus ou moins important ou secret, on a tout retiré dans la nuit parce qu'on pensait qu'il allait y avoir une réaction militaire à cette affaire. Et on avait même pris d'autres dispositions à l'intérieur de l'usine. Voilà, donc on considérait que le pouvoir était toujours en place, plus que jamais d'ailleurs. Les salariés de Renault n'ont jamais désavoué Georges Tegui. D'ailleurs, Georges Tegui n'est jamais venu chez Renault pour donner une quelconque directive. Il faut savoir que moi, personnellement, sur les 5 semaines de grève, et je compte le tout début jusqu'à la fin, la toute fin, j'ai jamais connu un dirigeant des échelons supérieurs, que ce soit fait départemental ou national, que ce soit de la CGT ou du parti, qui se serait permis de me dire, voilà, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Déjà parce qu'il savait que je n'étais pas le genre de personnage à me laisser emmener par des directives loin des réalités, mais en plus je considérais que ceux qui dirigeaient, c'était les salariés. Georges Tegui est venu, on m'avait annoncé sa venue avec Benoît Frachon la veille.
pour rendre compte du constat de Grenelle. Bon, très bien, mais il est venu assez tard, et le meeting du matin était prévu à 8 heures du matin, le fameux meeting journalier, quoi. Et alors, moi, je dormais dans mon bureau du syndicat. Je dormais souvent là pour éviter de perdre du temps, des fois. Je me lève le matin, j'entends la radio sur les résultats de Grenelle. C'était 6 heures du matin. Bon, il y a des choses que j'apprécie. Il y a des choses que j'apprécie pas bien. D'autres qui sont insuffisantes, d'autres qui sont absentes. En tout cas, c'est des discussions nationales. Ils n'ont pas pu régler les problèmes de Renault, spécifiques à Renault, mais qui sont très populaires dans l'entreprise. Par exemple, la suppression des contrats provisoires, dont j'ai parlé tout à l'heure, la suppression de la clause anti-grève sur les primes, les salaires. Le SMIC était porté à Grenelle à 665 000 par mois, je crois. Alors que j'ai dit tout à l'heure que chez Renault, le minimum c'était 85 000. Donc, malgré l'augmentation de 35% du SMIC intervenu à Grenelle, ça ne pouvait pas concerner les salariés de Renault. Donc, je réunis l'état-major syndical, le secrétariat, et je leur fais part de mon sentiment. Et ils sont d'accord avec moi, d'autant qu'ils avaient fait le tour de l'entreprise. Et dans les piquets de grève, les salariés aussi avaient leur radio, ils étaient au courant, et ils considéraient, comme moi, qu'il y avait eu des avancées, mais que ça ne suffisait pas chez Renault pour reprendre le travail, parce qu'il manquait beaucoup de choses. Donc j'en parle à l'organisation de direction de la CGT, tout le monde est d'accord pour dire que ça ne suffit pas, il ne faut pas reprendre le travail, il faut exiger l'ouverture des négociations chez Renault sur l'application des accords de Grenelle et sur ce qui manque. Je vais voir la CFDT Force ouvrière et je leur dis voilà ce qu'on pense et voilà ce qu'on va faire. Et ils nous disent d'accord. Donc on monte dans l'île Seguin et là il y avait de nouveau 25 000 salariés. Et je leur explique, je leur ai dit vous avez entendu certainement les premières informations concernant le constat de Grenelle. Et Georges Segui et Benoît Frachon viendront tout à l'heure vous rendre compte de ces constats de Grenelle, avec Eugène Descamps, je crois qu'il est venu, je crois qu'il y avait aussi Eugène Descamps qui est venu de la CFDT. Bon, ceci dit, vous avez vu qu'il y avait des choses intéressantes et vous avez vu qu'il y avait des choses qui ne pouvaient pas nous satisfaire, qui étaient trop faibles, et d'autres qui manquaient, qu'on ne pouvait pas reprendre le travail dans ces conditions, et que la direction refusait toujours d'ouvrir les négociations. Donc nous vous proposons, CGT, CFDT et FO, de poursuivre la lutte. À main levée, une majorité écrasante était d'accord. Une demi-heure après, Georges Segui arrive, non, Benoît Frachon arrive le premier. Bon, il fait un discours concernant les conditions politiques, socialo-politiques de 1936, des accords de Matignon, et puis la comparaison avec la situation en 68. Après, il passe la parole à Georges Segui, qui lui fait état des discussions qui avaient lieu à Grenelle. Et à chaque fois qu'il énonce une disposition positive, ça applaudit. À chaque fois qu'il énonce une position qui négative, ça hurle, ça siffle et tout ça. Et les médias ont transformé ça en Georges Segui, etc. Et ils ont caché le fait qu'on avait décidé la poursuite de l'action avant que Georges Segui arrive, et ils ont transformé
le passage Georges Chegui en désaveu, en recueillant les sifflements, etc. Et en indiquant que Georges Chegui avait été venu pour proposer la reprise du travail, alors que c'était faux. Il n'était pas venu pour ça. Il l'avait d'ailleurs indiqué dans son discours en disant « La CGT n'a jamais donné d'ordre de grève générale. Il n'y a aucune raison pour qu'elle donne un ordre de reprise générale. Ce sont les salariés dans les entreprises qui décideront de l'attitude à adopter, comme vous l'avez fait tout à l'heure. » Il faut savoir que le moment le plus fort de la grève, en tant que nombre de grévistes en France, ça a été après le constat de Grenelle. Pour une raison très simple, c'est qu'il y avait ce constat de Grenelle obligé par lui-même à ce qu'il y ait des négociations dans toutes les entreprises, y compris là où il n'y avait pas d'organisation syndicale. Et il y a des patrons qui ont refusé. Et il y a eu des grèves où il y a même eu des sections syndicales qui se sont créées pour pouvoir obtenir ce qui avait été obtenu à Grenelle. Donc on n'était pas si isolé que ça. Mais on considérait qu'il y avait certainement en France pas mal de gens qui se disaient « Mais pourquoi ils ont refusé ça? Pourquoi ils veulent avoir plus ?» Ils ne se rendaient pas compte de la situation. Le fait que les salariés de Renault ne pouvaient pas être concernés par l'augmentation du SMIC, ils ne savaient pas. Ils ne pouvaient pas être concernés par l'absence de dispositions concernant cette prime anti-grève, enfin plusieurs dispositions qui leur tenaient à cœur et qui n'existaient pas dans le constat de Grenelle. Voilà. Pour la reprise du travail, on a tenu à consulter par bulletin. On a fait des urnes dans chaque atelier et bureau. Ceci encore dans l'unité avec la CFDT et Force ouvrière. Alors bon, on a fait un meeting le matin. Là, il y avait aussi beaucoup de monde. C'était la fin des discussions chez Renault. Donc il y avait énormément de monde. Et on leur a annoncé qu'on avait décidé ce vote par bulletin ouvert, on appelait ça. Et il n'y avait pas lieu d'isoloir. Mais il y avait une urne. Alors ok, ça a été adopté dans ce meeting. Et puis, de toute la journée, on a fait voter. Pour ce qui nous concerne la CGT, moi j'ai appelé au nom de la direction du syndicat à apprécier ce qui avait été obtenu. On a obtenu quand même pas mal d'améliorations par rapport à Grenelle. On n'a eu pas un salaire en dessous de 100 000 anciens francs par mois, une augmentation de 12% des salaires réels, la suppression des contrats provisoires, 2 heures de réduction du temps de travail sans perte de salaire pour 68 et un engagement de retour aux 40 heures dans les quelques années qui suivent, des indemnités de retraite à partir de 60 ans pour tous les travaux pénibles, alors que la retraite était à 65, le droit syndical évidemment, on a eu la suppression de la clause anti-grève, on a eu des dispositions concernant les jeunes et les femmes dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. J'ai mis en avant ce qu'on avait obtenu et je leur ai dit il faut consolider le rapport de force qu'on a obtenu pour la première fois et conserver l'unité du personnel qu'on a su conserver et sauvegarder pendant 5 semaines. Et par conséquent, on ne dit pas qu'il faut cesser l'action, mais pour cette forme de lutte-là, il faut reprendre le travail et envisager d'autres formes d'action pour essayer d'obtenir ce qu'on n'avait pas obtenu. FO a été dans le même sens. CFDT a dit nous ne vous donnerons pas de consignes, c'est à vous de vous décider. On n'est ni pour la reprise du travail, ni contre la reprise du travail. Le soir, on a donné les résultats.
toujours dans le même lieu. 78% pour la reprise du travail, chez les ouvriers, et 80% chez les ingénieurs et cadres et techniciens. Mais avec quand même des inégalités. Dans les coins les plus combatifs, comme les fonderies, les forges, les salariés qualifiés, il y a eu des pourcentages en faveur de la reprise du travail beaucoup plus faibles que sur la moyenne générale. Ce qui fait qu'il y avait quand même des gens qui n'étaient pas contents de reprendre. Dans chaque grève, c'est toujours comme ça. D'ailleurs, il y en a qui veulent. Et alors, quand j'ai rendu compte des résultats, et appelé pour la reprise du travail dès le lendemain matin, c'est-à-dire appelé à dégager les portes, etc., il y a, je ne sais pas, plus de 300 salariés qui sont venus me siffler, m'engueuler, etc. Les originalités de cette grève, il faut bien voir que ça a été certainement dans l'histoire du mouvement social français la plus puissante, la plus massive, la plus longue, la plus fructueuse du point de vue des acquis, pas seulement au moment de 68, mais dans les années qui ont suivi. On ne compte jamais ça, mais on a certainement obtenu plus dans les années qui ont suivi qu'au moment de Grenelle. Parce que le rapport de force sociale avait changé, au moins jusqu'en 80. Ça a duré plusieurs mois, voire plusieurs années, mais les salariés se sentaient unis, mobilisés, plus forts, et ils n'étaient pas prêts à accepter ce qu'ils auraient accepté de la part de leur hiérarchie, ce qu'ils acceptaient auparavant. Le nombre de syndiqués CGT, je ne sais pas les autres, mais pour nous a grandi quand même. On est passé à 8000 syndiqués sur l'ensemble de l'entreprise, alors qu'on était 4000 avant. Voilà, on a donc consolidé, et on a obtenu pas mal de choses après qui sont d'une très grande importance. Par exemple, on a obtenu qu'il y avait 2 statuts dans l'entreprise, d'ailleurs dans toute la métallurgie. Statut des cadres ingénieurs et collaborateurs, techniciens, et le statut ouvrier. Ils n'avaient pas les mêmes droits. Le statut des mensuels, comme on les appelait, des cadres ingénieurs, avaient les droits à une couverture plus grande en cas de maladie, du point de vue de leur perte de salaire. 45 jours, les 45 premiers jours sans perte de salaire, pas de jours de carence. Ils avaient des congés d'ancienneté en plus que des ouvriers. Ils avaient des heures supplémentaires qui étaient payées beaucoup plus cher que chez les ouvriers, etc. Et on a obtenu, après 68, l'alignement de tous les salariés sur le statut des cadres ingénieurs. Et une prime d'ancienneté, avec une prime d'ancienneté, pour ceux des ouvriers qui avaient 20 ans ou 15 ans d'ancienneté, ça fait une nouvelle augmentation de salaire. On a obtenu une revendication très importante que j'ai complètement oubliée, c'est la suppression des rémunérations par poste de travail. Dans les années 50, on a introduit ce système de rémunération chez Renault qui existait aux États-Unis, chez Ford et compagnie. Il s'agissait de payer les salariés en fonction de la machine qu'ils occupaient et non en fonction de leur niveau de diplôme et d'expérience. C'est ce qu'on appelait le salaire par poste. Ce qui pouvait faire en sorte qu'il y avait des salariés qui avaient le même diplôme, qui étaient travaillés dans le même atelier, mais qui ne gagnaient pas la même chose. Et le jour où ils changeaient de machine, pour une raison ou une autre, hop, il y avait un déclassement ou non. Donc on a exigé pendant 68, c'était là une revendication aussi très importante, suppression du salaire par poste. Qu'on a obtenu après 68, en 70, je crois, ou 69, par la révision totale des grilles salariales, de la grille des salaires. D'ailleurs, ça a été aussi le cas en général en France, après 68, toutes les grilles salariales par branche ont été revues, refondées, et en respectant plus les diplômes et la qualification. On a obtenu aussi un nouvel accord sur le droit syndical améliorant celui de Grenelle,
Et on a obtenu un accord également sur la réduction du temps de travail. Au Vernet, j'étais plus secrétaire général, mais j'étais toujours chargé des usines d'automobiles, la branche générale, là, Citroën, Peugeot, Simca, Renault. Donc je descendais à Billancourt, puisque j'avais la branche automobile. J'ai donc pas suivi de très près, très près. Je descendais de temps en temps, mais au moment de l'assassinat d'Auvergnat, j'étais là, je suis venu. C'était dramatique, mais pourquoi on en est arrivé là c'est assez regrettable. Jean-Paul Sartre a essayé de faire une expérience de son idéologie à partir de la pratique, en invitant des militants à se faire embaucher chez Renault, et après provoquer pour faire monter le mouvement. On s'est même attaqué, ils se sont même attaqués à des militants syndicaux, des agents de maîtrise. C'était eux les suppôts du capital. Bon. J'ai toujours l'impression d'avoir appris l'essentiel quand j'étais ouvrier avec les salariés. J'étais dans un secteur de travail hautement qualifié. J'étais ajusteur-outilleur. Là, j'ai compris, dans le contact avec les salariés, de toutes catégories, il y avait, dans mon département, il y avait 900 ouvriers qualifiés, techniciens, ingénieurs. J'ai compris ce qui traversait historiquement la classe ouvrière française. J'ai bien compris, il y avait un mélange qui était extrêmement riche. Et j'ai été très vite populaire dans ce secteur parce que je savais ce qu'il fallait faire pour satisfaire un certain nombre de valeurs et de besoins des salariés, pas seulement revendicatifs. Et j'ai appliqué ce que j'ai compris dans cet atelier quand je suis devenu secrétaire du syndicat de l'ensemble du groupe Renault. Notamment, quand je vous ai parlé tout à l'heure qu'il fallait laisser rentrer les salariés, tous les salariés, quels qu'ils soient, à l'intérieur de l'usine pendant qu'on occupait, et non pas faire l'inverse, les rejeter, ça vient de là. L'idée de la grève reconductible chaque jour, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a fait penser à ça, mais ça venait de là. Vous voyez, et ça nous permettait de ne pas nous engager dans un chemin de traverse où on aurait pu être le dos au mur. Mais les salariés qui se prononcent chaque jour sur la conduite à tenir, c'est quand même plus rassurant et plus sécurisant et plus efficace que décréter une grève générale et limitée, puis à un moment donné, de se trouver isolé. J'ai eu de la chance, parce que je suis tombé dans une période qui a été intéressante, et j'y suis pour rien, moi. Heureusement que je suis tombé là-dessus, sinon j'aurais pas fait peut-être pas la même expérience. Et je me mets à la place de ceux qui ont été après, ça a été quand même de plus en plus dur. Avec la crise qui avançait, qui se creusait, évidemment, l'industrie automobile et Renault. Alors voilà, moi je trouve que j'ai eu de la chance, c'est tout.